Bonjour à tous, c'est le billet philo d'Entre nous Culture. Un billet intitulé JO, pour Jeux Olympiques, et sport, une arnaque, point d'interrogation. J'aurais pu intituler aussi le billet publicité mensongère, point d'interrogation. En effet, les JO 2024 approchent, on est à moins de 2 mois maintenant des JO. Et c'est le moment de revenir sur les valeurs de l'olympisme, en tout cas celles qui sont professées par les tenants de l'olympisme, et de s'interroger aussi de façon plus large sur les valeurs du sport, et plus particulièrement du sport contemporain. Vous connaissez la fameuse parole, le fameux mot qu'on prête à Winston Churchill, lui qui a vécu très longtemps. On lui demandait quel était le secret de sa longévité, il avait répondu le sport. Jamais de sport. Donc, on a évidemment le parti pris qu'on veut au sujet du sport ou de l'exercice physique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le sport, l'olympisme véhicule certaines idées, peut-être même une idéologie, on va le voir, et ça va être intéressant de s'y plonger. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est très mal. Voilà, vous pouvez réparer cette erreur quasi existentielle en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement à la newsletter, au billet philo, qui est un bulletin qui est envoyé régulièrement avec des annonces autour de la philosophie et puis avec une partie rédigée de réflexion philosophique. C'est très simple, vous allez sur la page d'accueil de YouTube, vous trouvez le lien d'inscription, vous tapez sur le lien, il y a une adresse mail à rentrer, voilà, et vous êtes inscrit à ce bulletin. On va pouvoir se lancer dans cette difficile question de l'olympisme et du sport. Alors je le disais à l'instant, difficile question de l'olympisme et du sport. En réalité, ce n'est pas une question si difficile que ça, mais c'est une question qui charrie avec elle beaucoup d'interrogations, beaucoup de sujets qui s'agrègent à la seule question du sport ou de l'olympisme. Tout d'abord, il convient de dire d'où je parle. Alors d'où je parle, je reprends cette formule des marxistes des années 60. Quand on émet un raisonnement politique, il convient, c'est vrai que c'est bon, de le faire, d'être conscient de la position, de l'inscription sociale qui est la nôtre. Et souvent, ça joue évidemment sur notre jugement. On a tendance peut-être à parler du point de vue de notre propre intérêt. Alors, d'où est-ce que je parle sur cette question de l'olympisme et du sport? Il faut bien dire que je suis un partisan du sport, même du spectacle sportif. J'ai beaucoup regardé les JO quand j'étais plus jeune, je le fais moins maintenant. Peut-être que je regarderai certaines épreuves phares des prochaines Olympiades. J'aime beaucoup le sport-spectacle. Je suis certains sports de façon assidue. J'aime beaucoup les émissions sportives sur certaines chaînes que je ne nommerai pas. Je n'ai pas envie de faire de la publicité ou de vous induire à regarder certaines émissions, mais bon voilà, j'aime bien le commentaire sportif, je pratique le sport régulièrement. Je ne suis pas un grand sportif, mais enfin ça fait partie de mon hygiène de vie, en tout cas de mes activités, de mon mode d'être. Voilà, je pratique le sport, j'aime bien l'exercice physique et j'aime bien la compétition. Je pense d'ailleurs que la compétition fait partie du sport, elle est essentielle au sport moderne et contemporain. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas pratiquer du sport sans faire de compétition. Moi-même, quand je fais du sport, je ne fais pas de compétition. Mais il faut bien dire que les ligues, les championnats et même la structure des sports sont organisés autour d'une idée de confrontation plus ou moins directe ou d'affrontement. Il y a un comptage de points, il y a parfois un affrontement direct entre 2 équipes, entre 2 personnes, au tennis, au basket, au football, au rugby, voilà. Même en natation, quand on nage dans son couloir, on nage pour faire le meilleur temps. Donc le sport, c'est quelque chose de comptable, de comptabilisé. Il y a des points, il y a un décompte, il y a une mesure, même une mesure d'un temps pour faire un temps chronométré. On émet un classement, il y a une hiérarchie. Le sport moderne, c'est cette notion d'affrontement, de compétition, d'émulation, de stimulation, mais aussi parfois de violence dans l'affrontement, qui aboutit à un classement, qui aboutit à une hiérarchie structurée par des championnats. Voilà. J'allais dire, je n'y vois pas malice.
Il y a sans doute malice, bien sûr, c'est toute une organisation sociale, une vision du monde, une idéologie, un rapport à soi-même et à l'autre qui est induit. Mais en tout cas, voilà, si je devais témoigner d'une chose, c'est que j'aime le sport, j'aime le spectacle sportif. Ça veut dire que quand je vais présenter des critiques contre ce qu'il convient de nommer l'idéologie du sport, c'est pas un plaidoyer pro domo. C'est pas moi particulièrement qui souhaite présenter cette critique, mais je trouve qu'il est bon de connaître ce type de critique. D'autant qu'on va entrer dans une période d'unanimisme autour du sport, autour des Olympiades, et même si je vais faire la part belle, bien sûr, aux valeurs de l'olympisme, je vais revenir sur un discours célèbre du baron Pierre de Coubertin, je pense aussi qu'il est bon de connaître à la fois les critiques et surtout les arguments qui sont avancés par les critiques du sport contemporain ou de l'organisation contemporaine du sport, car ce n'est pas l'exercice physique, ou encore moins le geste sportif qui est visé par les critiques, c'est plutôt l'idéologie, l'ensemble de représentations collectives, pour partie parfois inconsciente, qui est critiquée, qui est visée souvent par l'argumentaire des critiques que je vais mentionner. Alors je commence par une première partie qui est dédiée peut-être aux plus grands tenants de l'olympisme moderne, aux plus grands représentants de l'olympisme moderne, bien tout simplement celui qui a permis la réintroduction des Olympiades dans le monde moderne, c'est le baron Pierre de Coubertin. Et je vais m'appuyer sur un discours que je trouve particulièrement emblématique, c'est un discours radiodiffusé du 4 août 1935, radiodiffusé de Berlin, un an avant les Jeux Olympiques de Berlin de 1936, dans le contexte de l'Allemagne nazie. C'est un discours que le baron Pierre de Coubertin a intitulé « Les assises philosophiques de l'olympisme moderne ». Alors dès que j'entends philosophique, ça y est, je me réveille, je prête une oreille attentive. Alors que nous dit le baron Pierre de Coubertin? Je vais résumer un petit peu, je vais centrer sur les choses qui peuvent peut-être le plus nous intéresser. D'abord, il nous dit que l'olympisme, c'est plusieurs caractéristiques fondamentales, l'olympisme moderne, mais l'olympisme même de façon plus générale. Première caractéristique, l'olympisme est une religion, un culte, religio athletae. Nous dit-il, c'est une expression latine, la religion de l'athlète ou autour de l'athlète et de l'athlétisme. C'est une religion qui implique un ensemble de cérémonial, de cérémonies, une geste comme on le dit, c'est-à-dire un ensemble de rituels. Ça va des processions qui sont faites pour chacune des nations qui participent aux Jeux Olympiques lors de la cérémonie d'ouverture ou de la cérémonie de clôture, à la flamme olympique, en passant par tout un ensemble, je dirais, de rituels qui scandent la vie de l'olympisme moderne. Mais évidemment, ce rituel, il est inspiré de l'olympisme des temps anciens. Et le baron Pierre de Coubertin nous dit la chose suivante, bien, dans les temps anciens, les temps de la Grèce antique, les athlètes honoraient les dieux, en sculptant leur corps, en faisant le geste qui était le geste le plus accompli. Ils honoraient la cité dont ils étaient originaires, qu'ils représentaient, et à travers leur cité, vous savez que les cités grecques étaient placées sous des dieux tutélaires, à travers leur cité, ils honoraient aussi les dieux. Ne serait-ce que par la sculpture de leur corps, par le fait de s'accomplir dans le geste athlétique, le geste que nous nommerions sportif. On le voit dans la statuaire grecque, il y a un amour du corps, il y a un amour du corps resplendissant, voilà, à travers la statuaire, la représentation des dieux, voilà. Alors évidemment, l'olympisme moderne est un culte, un rituel qui n'est pas exactement celui des temps anciens. Le baron Pierre de Coubertin le souligne, et il dit que finalement le contexte a changé. Vous savez, il existe trois strates de l'organisation politique. Il y a les cités, il y a les nations, et il y a les empires. L'Antiquité connaissait les cités et les empires. Il y a eu beaucoup d'empires dans l'Antiquité. Et les cités, comme organisation de liberté politique, ou en tout cas organisation politique à une échelle plus locale. Mais l'Antiquité ne connaissait pas l'État-nation. L'État-nation est venu après la chute de l'Empire romain. Or, nous dit Pierre de Coubertin, l'olympisme moderne se situe dans le contexte de l'internationalisme, c'est-à-dire du rapport entre les nations, les États-nations. Et l'athlète, évidemment, n'a plus pour but d'honorer les dieux, mais, je cite le baron Pierre de Coubertin, leur patrie, leur race, leur drapeau. Alors le mot race peut faire un petit peu tiquer, c'est pas forcément une vision raciste ni même racialiste à l'époque, c'est que le baron Pierre de Coubertin, il faudrait mettre à la place peut-être ethnique.
À l'époque où s'exprime le baron Pierre de Coubertin, 1935, il y avait déjà des phénomènes d'immigration qui avaient déjà eu lieu, bien sûr, mais il y avait une relative cohérence ethnico-culturelle, pourrait-on dire, des nations européennes. Et donc, quand il dit que l'athlète honore ou représente sa patrie, son drapeau et sa race, il faudrait peut-être comprendre simplement son extraction, sa population d'extraction. Alors, il y a un deuxième contexte, c'est l'internationalisme et la démocratie. Alors ça nous fait un peu sourire quand même si on aime le baron Pierre de Coubertin. C'est que quand même, dans le contexte des années 1930, avec l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie, l'URSS à l'est de l'Europe, on n'est pas dans un contexte particulièrement démocratique. Mais bon, on va dire que c'est un vœu pieux de sa part. Donc contexte différent, mais première caractéristique de l'olympisme moderne, c'est un hommage aux racines grecques de l'olympisme, c'est un culte, c'est une religiosité, c'est un ensemble de cérémonial. D'ailleurs, le baron Pierre de Coubertin dit qu'il a eu beaucoup de mal à instaurer ces cérémoniales qui étaient considérés comme désuets, comme étant complètement, il y a une petite abeille, c'est bien, comme complètement, hétérogène à l'époque moderne. Il a dû lutter pour réintroduire cet ensemble de cérémonial. Il est intelligent, le baron Pierre de Coubertin. Il dit qu'il y a une incidence, une influence inconsciente de ces rituels. Plus on fait un ensemble de gestes rituels, routiniers, associés à une activité, plus ça joue sur notre comportement, même inconscient. Et donc, sont rentrés dans l'inconscient collectif, ces rituels propres à l'olympisme moderne. Il y a une préoccupation scientifique, on le voit dans le discours de Pierre de Coubertin. Il dit que finalement, la science moderne permet d'améliorer les performances musculaires, athlétiques des athlètes. Elle permet, la science, à la fois un progrès physique et puis aussi un progrès moral. Parce que dans l'idée du baron Pierre de Coubertin, quand on se plonge dans son texte, on voit que pour lui, la nature, c'est un ensemble de pulsions, un ensemble de désirs instinctifs, et que donc il s'agit de les dominer. On les domine par l'effort, par la discipline, par l'ascèse, que permet notamment le sport. Donc le sport permet une élévation morale en plus d'une augmentation de capacités physiques et musculaires. Deuxième caractéristique, première caractéristique, c'est un culte, c'est une religiosité. Deuxième caractéristique, nous dit le baron Pierre de Coubertin, c'est une aristocratie. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Il nous parle de cérémonial, il nous parle de religiosité, il nous parle aussi d'aristocratie. Ben oui, c'est une aristocratie égalitaire, nous dit le baron Pierre de Coubertin. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur le mérite, sur l'effort, sur à la fois les dispositions musculaires innées et en même temps la quantité de travail accumulée par les efforts répétés qui permettent de décupler les capacités d'un individu pour lui faire réaliser des performances hors normes. Donc, une aristocratie égalitaire qui repose sur à la fois les dispositions musculaires innées, la quantité d'efforts et de mérite accumulés par l'individu à travers son travail personnel. Et on voit qu'il y a une préoccupation aussi hygiéniste chez Pierre de Coubertin. C'est un peu l'héritier des hygiénistes du 19e siècle, je pense, même si je ne connais pas les ressorts intimes de sa pensée et de sa formation intellectuelle. C'est qu'il pense que le sport, et il a sans doute raison, peut améliorer la condition physique d'un ensemble de populations. Il a donc pour but, à travers l'olympisme, à travers ce culte du sport, de véhiculer, de valoriser la pratique du sport de façon plus générale au sein des nations pour améliorer leur patrimoine génétique, physique, biologique, par le phénomène de l'hérédité des caractères acquis, c'est-à-dire on augmente, chaque génération augmente ses capacités de force, de résistance, d'endurance, etc. et lègue une partie des capacités acquises aux générations ultérieures. Donc il y a l'idée d'une amélioration, je vais employer le mot de Pierre de Coubertin, entre guillemets, de la race, de l'ethnie des nations, de la biologie des nations qui se livrent au sport. Alors il a l'espoir d'arriver à la moitié d'une population, peut-être même aux 2/3 d'une population qui pratiquerait de façon assidue le sport, qui serait sans doute agréablement surpris par les évolutions de notre société contemporaine. Je n'ai pas de statistiques disponibles, enfin je pense qu'il y a une bonne moitié de la population qui fait quand même du sport de façon plus ou moins régulière. Voilà, mais évidemment, comme il le dit, le pourcentage d'athlètes olympiques, évidemment, est un pourcentage minime. Mais c'est cette fine marge
d'athlètes qui seront les représentants du sport et de cette amélioration permise à l'humanité. Il y a une troisième caractéristique qui est en fait dérivée de la deuxième, qui est corollaire, pourrait-on dire, de la deuxième, c'est que les athlètes olympiques, l'olympisme, ça doit être une chevalerie. Alors vous avez dit, ça fait beaucoup. Un, il y a un culte, il y a une religion. On ne savait pas qu'on regardait une religion à la télé en regardant les JO. Deux, il y a une aristocratie. On ne savait pas que les athlètes, c'était des aristocrates. Trois, en plus, c'est des chevaliers. Alors, de quoi nous parle Pierre de Coubertin? Il nous dit tout simplement les valeurs de l'olympisme sont des valeurs chevaleresques. Je l'ai dit, il y a un idéal moral derrière la pratique du sport. C'est que les athlètes olympiques, à travers leur affrontement qui est parfois violent, ont une liberté d'excès. C'est Altius, Quitius, Altius, Fortius, plus vite, plus haut, plus fort, c'est la devise de l'olympisme. Ils doivent aller au bout de leur capacité, s'affronter, mais s'affronter de façon chevaleresque, avec respect, respect de l'altérité, respect des autres nations, grandeur morale, camaraderie au sein de l'effort et au sein de l'affrontement. Voilà, c'est une idée qui remonte au Moyen-Âge et aux confréries de chevalerie. Voilà pour quelques-unes des grandes valeurs de l'olympisme, donc un discours tout à fait, je dirais, stimulant, prenant, une religion, une religiosité liée à la représentation de son peuple, un amour du drapeau et de la patrie, une aristocratie légitime, parce que fondée sur des efforts et du mérite, une grandeur morale, une capacité à se dominer, à dominer ses pulsions, sa nature, et en même temps à nouer des liens à la fois d'affrontement, de compétition, en même temps de respect de l'altérité. Ce sont de belles valeurs. Évidemment, si tout s'arrêtait là, le billet aussi s'arrêterait là. Vous allez me dire, peut-être il fait beau, il fait peut-être même un peu trop chaud maintenant. Ce serait peut-être bien, mais on ne verrait pas les critiques qui ont été émises, à la fois contre l'organisation moderne de l'olympisme et surtout qui ont été émises vis-à-vis de l'idéologie du sport contemporain. Donc ce que je vous propose, c'est de nous plonger dans ces critiques. Alors on va fonctionner de façon graduelle. On va d'abord voir une critique, je dirais, plus idéologique. On va ensuite passer à une critique plus politique, peut-être un peu plus traditionnelle, qui remonte déjà à l'Antiquité, on va le voir. Et on va finir sur le texte le plus original et en même temps précurseur des deux autres que je vais citer. Un texte qui critique non pas simplement le sport, mais le sport au carré, le sport au cube, le sport à la puissance n. C'est parti. Et oui, il faisait trop chaud, donc je me suis mis à l'ombre. Alors, première critique, j'allais dire de nature idéologique. Je vais m'appuyer sur un livre de Michel Caillat qui a fait paraître en 1996 un livre intitulé « Sport et civilisation, histoire et critique d'un phénomène social de masse ». Que nous dit Michel Caillat? Alors, l'ouvrage ne peut pas être résumé en quelques mots, mais je vais m'attarder, je vais utiliser certains des éléments de sa critique qui vont nécessairement être résumés par rapport à l'entièreté de son ouvrage. Michel Caillat nous dit, mais finalement, le sport est une idéologie qui souvent s'ignore. Alors ici, souvent c'est assez savoureux, certains discours qui sont des extraits de vestiaires, les entraîneurs qu'il appelle des idéologues, qui s'adressent à leur équipe, qui leur dit, par exemple, on va les faire déjouer, on va leur marcher dessus, faut savoir tout donner, faut savoir se faire mal, etc. Donc le sport moderne, tel qu'il est organisé, est une idéologie pour partie inconsciente. Quelle est cette idéologie? Eh bien, cette idéologie, c'est une apologétique. C'est une apologie de plusieurs notions. Alors, il y a des notions qui sont tout à fait, je vais dire, appréciables. L'effort, le mérite, le don de soi, tout ça, ce sont des notions, des valeurs tout à fait appréciables. Mais évidemment, Michel Caillat nous dit, ça ne s'arrête pas là. Le don qu'on demande, c'est un sacrifice, une capacité à se sacrifier. L'effort qu'on demande, c'est je le cite, un ensemble de traumas indéfiniment répétés, c'est-à-dire qu'on martyrise son corps, on le traumatise, et on est capable de répéter cet ensemble de traumatismes infligés à son propre corps. Et puis, c'est une forme d'ascétisme. Il y a une grande discipline, il y a des privations, il y a une grande rigueur dans le régime alimentaire, le régime de vie. C'est un ascétisme paradoxal, puisque c'est un ascétisme vécu dans la joie, puisqu'on a un bonheur à progresser
dans son sport. C'est aussi, nous dit-il, un substitut libidinal, c'est-à-dire qu'au lieu de jouir directement de la vie, de l'existence, de façon, je dirais, directe, on s'impose un ensemble de choses à faire pour réaliser des performances, pour avoir le sentiment d'avoir mérité d'être content, d'être contente de soi. Donc on le voit, c'est une idéologie qui a une part, qui a une part positive et qui a une part en fait plus négative. Il n'y a pas que le mérite, que le don, que l'effort, il y a le sacrifice, il y a l'autoprivation, il y a, comment dirais-je, la violence faite à soi-même. C'est aussi cette apologétique, un fétichisme. De quoi est-ce le fétichisme? Il y a un attachement fétiche à la progression mesurée et chiffrée. Tout se mesure, on mesure tout, on chiffre tout, et c'est là que doit être la progression, pas dans le sentiment d'être dans l'effort ou avec soi-même, ou dans le plaisir, ou dans la maîtrise même technique, pratique, intérieure d'une énergie. Non, non. La progression, c'est d'abord un chiffre, c'est d'abord une mesure, et c'est là qu'est l'enjeu. Donc il y a un fétichisme tout à fait particulier. Et puis nous dit Michel Caillat, finalement, c'est une sorte de servitude librement consentie. La Boétie avait écrit en son temps, au XVIe siècle, le discours de la servitude volontaire. Peut-être que c'est ça le sport moderne, c'est-à-dire qu'on finit par, nous dit Michel Caillat, introjeter ses maîtres, c'est-à-dire intérioriser un ensemble de normes où on n'a plus besoin qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur de nous pour nous imposer un ensemble d'efforts qui vont être traumatisants. On va se les infliger soi-même parce qu'on a été conditionné à vivre comme ça, à se mesurer comme ça, à se valoriser comme ça, à agir comme ça. Donc servitude volontaire, en partie inconsciente, intériorisée, mais nous dit Michel Caillat, tout ça est habillé, tout ça est masqué à travers un éloge du jeu, J-E, et du jeu, J-E-U. Le jeu, c'est quoi? C'est J-E, c'est la réconciliation avec soi-même, avec son corps, c'est le bien-être qui est promis par le sport, la détente, la relaxation, le relâchement. Et le jeu JEU, c'est évidemment, comment dirais-je, le fait à travers le sport, d'éprouver quelque chose de supposément ludique. Évidemment, Michel Caillat nous dit que le sport sert à cacher tout un ensemble de choses qui sont liées à l'organisation moderne, contemporaine du sport, des choses qui sont à ses yeux négatives. Alors je ne sais pas si elles seront négatives pour tous, pour toutes. Je cite ce qui pour lui est négatif. Il y a le nationalisme, je ne sais pas si c'est particulièrement négatif. Il y a le chauvinisme. Alors, chauviniste, il y a une connotation déjà de toute façon négative. Il y a évidemment la corruption. Et oui, le sport, dès qu'il y a beaucoup d'argent, dès qu'il y a un enjeu de domination, oui, il peut y avoir de la corruption. Donc je reprends, nationalisme, chauvinisme, corruption, tricherie, dopage, violence, éloge de la domination. Vous allez me dire, ça fait beaucoup pour un seul homme. Eh oui, Michel Caillat a la main lourde. Il considère que ces aspects négatifs qui sont masqués sont inhérents à l'organisation moderne, à l'organisation contemporaine du sport, qui, je le répète, d'après ses analyses, est une idéologie pour partie consciente, pour partie inconsciente, qui est une certaine apologie du sacrifice, du traumatisme, de la violence faite à soi-même et à l'autre, et qui est en fait non pas une liberté telle que on le représente souvent, mais plutôt une servitude. Voilà pour cette première critique de nature idéologique. On va passer à une critique plus politique, encore que on va voir que l'auteur auquel je vais faire référence a aussi une critique idéologique qui va rejoindre, prolonger celle de Michel Caillat. Alors deuxième critique, une critique plus politique, et pour cette critique je vais m'appuyer sur un auteur qui est Jean-Marie Brome, qui a fait paraître en 2006 un livre intitulé « La tyrannie sportive, théorie critique d'un opium du peuple ». Alors on le voit dans le titre déjà avec le mot de tyrannie qui nous renvoie aux cités grecques, c'est un mot d'origine grecque. On voit qu'on est dans un contexte politique et pas simplement dans une critique idéologique. Que nous dit Jean-Marie Brome? Jean-Marie Brome nous dit, selon lui, d'un côté il y a la démocratie, et selon lui la démocratie c'est la raison et les raisons, c'est-à-dire l'argumentaire, la délibération, la contradiction, le souci, de se confronter à travers le débat d'idées à des personnes qui ont des opinions divergentes pour arriver à
à un consensus, à un compromis, à une entente sur des notions qui sont d'intérêt public. Ça, c'est la démocratie. De l'autre côté, il y a la tyrannie des émotions. Il y a l'excès émotionnel, il y a les débordements, il y a l'enthousiasme, il y a la ferveur des supporters, des fans, des fanatiques, comme on les appelle. Et donc, eh bien Jean-Marie Brome oppose les valeurs de la démocratie aux valeurs du sport contemporain, du spectacle sportif, de la ferveur, je l'ai dit, de l'excès, des débordements, de l'enthousiasme qui entoure le sport. Il reprend une critique très célèbre qu'on trouve chez un auteur latin, le poète Juvénal, dans ses satires, dans la satire 10, avec l'expression panem et circenses, du pain et des jeux. Quelle est cette critique? Eh bien, cette critique, elle consiste à dire que finalement un pouvoir, pour avoir la paix sociale, s'il est tyrannique, s'il prive le peuple ou l'ensemble de la population d'une part de sa liberté politique, notamment d'une part de pouvoir dans l'exercice du pouvoir législatif. Ce que fait ce pouvoir, c'est qu'il organise des jeux, des divertissements, des diversions, des distractions, et il s'occupe prioritairement aussi des questions alimentaires. Donc quand les personnes ont le ventre rempli et du spectacle plein les yeux, on peut penser au Colisée de Rome, au spectacle romain, dans les différents amphithéâtres ou dans les différents cirques qui étaient dédiés aux jeux ou même au théâtre. Quand les personnes ont le ventre rempli et quand ils ont du divertissement, et bien finalement ils consentent à, j'allais dire leur servitude politique. Ils consentent à leur impuissance politique. Ils consentent à leur impuissance politique. Ils ont quelque chose qui les occupe, qui les préoccupe, qui les fascine, qui les ébranle, les émeut, et d'une certaine façon ils délaissent des sujets plus importants, plus fondamentaux, qui ont trait à la politique, et ils consentent au pouvoir qui en plus les flatte et leur donne un ensemble de plaisirs qui permet de les acheter de cette façon, d'acheter leur consentement. Donc on retrouve cette critique chez Jean-Marie Brome. Il s'occupe aussi de noter l'idéologie du sport contemporain. Cette idéologie-là, il rejoint Michel Caillat et il le prolonge. Quelle est-elle? C'est l'idéologie qui correspond à la civilisation qu'est la nôtre. C'est une civilisation technicienne, industrielle ou post-industrielle. C'est une civilisation de la mesure, du chiffre, du rendement, de la productivité. Et donc l'idéologie dominante du sport contemporain, c'est tout se mesure dans le combat, celui qui l'emporte mérite de vaincre et de dominer. Ça veut dire quoi? Je cite Jean-Marie Brome, le plus fort est le meilleur mérite de vaincre, et celui qui mérite de vaincre mérite de dominer ceux qui sont plus faibles. Donc il y a un éloge de la force, de la hiérarchie, de la domination, etc. C'est une anthropologie, nous dit Jean-Marie Brome, qui est une anthropologie héroïque, donc qui remonte à l'Antiquité. Et la critique politique que fait Jean-Marie Brome, c'est que derrière cette idéologie, il y a, comment dirais-je, des ressorts qui ne sont pas des ressorts démocratiques. D'ailleurs, il le dit textuellement, cette anthropologie héroïque de la force, de la domination, elle a été l'apanage, en tout cas elle a été, comment dirais-je, embrassée par les régimes fascistes. Donc on le voit, un ensemble de valeurs qui sont véhiculées par le sport, qui ne sont pas compatibles, selon Jean-Marie Brome, avec les valeurs de la démocratie, une obsession du rendement, de la productivité, qui est à la fois le fruit du mode de vie moderne, du mode de production moderne, du système de production des biens et des services, et aussi une obsession liée à la domination avec une anthropologie héroïque qui ne dit pas son nom et qui ne s'avoue pas que d'une certaine façon, loin d'être humanisante, elle est plutôt déshumanisante. Et c'est là que Jean-Marie Brome fait référence à un autre auteur auquel je vais faire référence plus tard, qui est Umberto Eco, dans la déshumanisation qui est produite par le système sportif contemporain, parce que les athlètes sont obligés de prendre des produits. Ils ne peuvent pas faire des performances toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Ils ne peuvent pas le faire d'une façon totalement naturelle. Donc il y a recours au dopage, il y a recours à ce que Jean-Marie Brome appelle des prothèses. Alors il y a des prothèses chimiques, les prothèses médicamenteuses, les prothèses psychologiques avec des accompagnements psychologiques pour supporter le stress de la compétition, une vie qui est tout entière tournée vers la performance, un ensemble de prothèses qui produit des, entre guillemets, c'est le mot employé, des humanoïdes. Mais
cette déshumanisation produite par l'idéologie du sport contemporain et cette servitude volontaire ou consentie produite dans les populations qui sont fascinées par le spectacle sportif, elle est permise parce que justement, le sport produit une forme de ferveur qui est une ivresse. On est enivré par le spectacle sportif. Et d'ailleurs, Jean-Marie Brome le dit finalement, quelles que soient les critiques qui sont formulées, souvent les commentateurs ou les personnes qui réfléchissent sur le sport, eux-mêmes sont partisans, sont partie prenante de cette idéologie, ont du mal à s'en départir. Et c'est ce qui fait que quelles que soient les critiques qu'on peut formuler, avec tous les aspects négatifs que Michel Caillat dans la partie précédente a formulés, tout est balayé derrière les « on a gagné ». Et oui, on a gagné. C'est beau, ça fait rêver, ça emporte l'adhésion, l'enthousiasme d'une foule, bien sûr, et la ferveur. Donc vous voyez la critique de Jean-Marie Brome, une critique à la fois idéologique et en même temps politique, qui reprend des choses qui viennent de l'Antiquité, avec le poète Juvénal, son expression panem et circenses, du pain et des jeux, il suffit de donner du pain et des jeux, mais aussi avec l'idée qu'il y a un mensonge, il y a quelque chose d'inavoué dans l'anthropologie héroïque, c'est un éloge de la force, de la domination des faibles par les forts, avec toujours cette idée que tout se mesure dans le combat. On est prêt maintenant pour aller vers le texte que je préfère. Alors j'aime bien Pierre de Coubertin, je le respecte, j'aime bien Michel Caillat, Jean-Marie Brome, j'ai un petit coup de cœur quand même, peut-être parce que j'aime bien ses ouvrages par ailleurs, j'aime bien le personnage, je n'adhère pas à tout ce qu'il a dit évidemment, mais j'aime bien le personnage qu'était Umberto Eco et ses vers, sa critique, plutôt sa réflexion, mais qui est une critique, on va le voir, c'est vers sa réflexion qu'on va naviguer maintenant et c'est un texte très original, si vous ne le connaissez pas, je vais être très heureux de vous le faire découvrir et j'espère que ça va attiser votre curiosité et que vous allez pouvoir vous plonger dans ce texte qui n'est pas très long d'ailleurs et qui vaut le détour. On passe à la troisième partie. Alors j'ai dit troisième partie, en réalité c'est troisième partie critique, puisque la première partie a été dévolue au baron Pierre de Coubertin. Donc on a vu les valeurs de l'olympisme telles qu'elles étaient défendues par le baron Pierre de Coubertin. Dans une deuxième partie, on a vu des critiques de nature idéologique, celles formulées par Michel Caillat. Dans une troisième partie, on a vu les critiques à la fois idéologiques, mais aussi politiques, formulées par Jean-Marie Brome. Il est temps d'en venir à la quatrième partie, troisième partie critique, qui est plus marginale que les autres, qui est plus originale, qui est aussi un précurseur par rapport aux autres. C'est l'article d'Umberto Eco, un article qui est apparu dans la revue Quindici. Alors Quindici en italien ça veut dire 15. Quindici qui est une revue qui a eu, je dirais, très peu de longévité. Et en 1969, Umberto Eco fait paraître un article célèbre qui s'appelle « Le bavardage sportif, la chiacchiera sportiva ». Alors que nous dit-il dans cet article? Il commence par nous dire qu'il y a une chose qu'on ne pourra jamais faire pour un mouvement de contestation politique, pour un mouvement de contestation globale, c'est envahir un terrain de football le dimanche. Alors il dit on peut tout à fait investir une église, envahir une église. Pour les personnes de ma génération, je me souviens qu'il y avait un mouvement pour les sans-papiers où une église parisienne avait été occupée. On peut envahir, nous dit Umberto Eco, le siège d'un parti. Là, après le résultat des européennes 2024, on a vu que même un membre de son propre parti pouvait, comment dirais-je, s'enfermer dans son parti. C'était le cas d'Éric Ciotti, qui était un petit peu comme John Wayne, enfermé dans Fort Alamo, dans son propre parti. C'était à la fois beau et puis en même temps cinématographique. Donc on peut faire ça. Umberto Eco nous dit si on investit une église, on aura contre nous les catholiques, on est dans le contexte italien des années 60, les catholiques traditionnalistes, mais la gauche sera contente. Si on envahit le siège d'un parti, il y aura toujours quelqu'un de content, les autres partis, certains syndicats, voilà. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire à titre de contestation globale politique, comme méthode d'action, c'est envahir un terrain de football le dimanche. On est dans l'Italie des années 60, et même si on élargit un petit peu le scope, Umberto Eco a raison. Il y a eu bien sûr des envahissements de stades, du fait d'un manque de sécurité des stadiers,
des protections du fait du mécontentement du public vis-à-vis de tel ou tel joueur, de tel ou tel dirigeant ou contre l'équipe adverse. Mais on n'a jamais vu un mouvement politique de contestation qui, pour attaquer l'ordre social dans son fonctionnement, envahissait de façon répétée des terrains de sport le dimanche. Même pendant la crise du Covid ou de la Covid, parce que je crois que c'est au féminin maintenant, le spectacle sportif était prolongé dans des stades vides. Donc Umberto Eco nous dit qu'il y a quelque chose autour du sport qu'on ne peut pas faire, il y a une dimension sacrée, il dit une zone de sensibilité collective, une zone de sensibilité sociale qu'il s'agit de creuser. Ça veut dire qu'il y a un fondement de l'ordre social qui est intouchable. Si on commence à envahir un terrain de sport, il nous dit l'Église ne sera pas partisane, la gauche, les syndicats non plus, les traditionalistes non plus ne verront pas l'intérêt de le faire, ce sera antipopulaire, ce sera impopulaire, ce sera jugé inadmissible. Alors qu'est-ce qui se passe avec le sport pour que ce soit si intouchable dans l'organisation collective du spectacle sportif ? Et Umberto Eco nous dit ça signifie, selon lui, que ça révèle l'anthropologie profonde sur laquelle sont fondées nos sociétés européennes contemporaines. Quelle est cette anthropologie ? C'est une anthropologie grecque qui nous vient de la Renaissance. Vous savez que la Renaissance est beaucoup replongée dans l'Antiquité et les idéaux du Moyen-Âge ont laissé place à d'autres idéaux plus centrés sur l'humain et progressivement sur l'individu. Il y a eu le courant de la Réforme aussi protestante. Il y a eu beaucoup de choses qui en Europe ont produit de grands bouleversements dans les mentalités, les représentations collectives, les mœurs. Et Umberto Eco nous dit la Renaissance a remis au goût du jour, ou s'est en tout cas appuyé sur une anthropologie grecque, une anthropologie de l'athlétisme. Et cette anthropologie, nous dit Umberto Eco, n'est pas fondée, contrairement à ce qu'on croit, sur la contemplation, la réflexion, l'analyse critique, ce qu'on appelait chez le latin la vita contemplativa. Elle n'est pas fondée non plus sur la délibération politique, la notion de cité, d'intérêt public, collectif. Elle n'est pas non plus fondée sur l'action. Notre anthropologie, alors qu'on pense être des sociétés pratiques ou pragmatiques, utilitaires, fonctionnelles, pas du tout. Umberto Eco nous dit, encore plus fondamentalement, nos sociétés sont fondées sur, 3 petits points, attente, du gaspillage. Uno spreco, du gaspillage, du gâchis. Alors vous allez me dire, mais non, nous on cherche à ne pas gâcher, à ne pas gaspiller. Mais vous allez voir ce qu'il nous dit sur le gaspillage. Un double gaspillage, gaspillage d'énergie, gaspillage de discours, de verbalité, on pourrait dire de verbosité. Un gaspillage certes calculé, mais un gaspillage en partie inconscient, inavoué. Alors qu'est-ce que c'est que ce gaspillage ? Le gaspillage, c'est le sport, c'est l'essence du sport, de l'exercice physique. Et il nous dit, c'est très bien d'ailleurs, on prend une pierre, on la lance, il prend cet exemple, on prend una pietra, un sasso, comme disent les Italiens, on la lance. On fait un geste qui n'est pas nécessité, on brûle des calories, mais c'est très bien, le jeu, l'effort, l'exercice, la confrontation. Les animaux en ont besoin, les enfants en ont besoin, les êtres humains aussi. Ça permet de développer son physique, ses aptitudes, ses capacités, sa biologie, dirait le baron Pierre de Coubertin qu'on a vu en première partie, de transmettre les caractères acquis, d'améliorer la biologie d'une population qui fait des exercices physiques. C'est très bien. Mais nous dit Umberto Eco, il y a une expression italienne que j'aime bien, già in queste definizioni si annida il tarlo che mina il gesto alle radici. C'est-à-dire que déjà dans ces définitions, le ver, il tarlo, le ver est dans le fruit. Pourquoi le ver est-il dans le fruit ? Il est dans le fruit pour 2 raisons. La première, c'est que en même temps on sort du travail pour entrer dans le loisir, dans l'effort, le sport, le jeu, l'exercice, etc., on évacue le trop-plein d'énergie qui ne trouve pas à s'épancher dans le travail et qui est un peu, étriqué dans le travail. Mais en même temps, nous dit Umberto Eco, on neutralise cette puissance d'action, cette puissance de contestation, cette puissance de combativité qui pourrait être, instillée ou investie dans la contestation politique. Donc il y a une neutralisation des forces de l'individu. Puis la deuxième chose, c'est qu'en même temps que l'individu est neutralisé dans son potentiel d'action politique,
il est conduit d'une certaine façon, quand il va au bout de la compétition, à produire quelque chose qui n'est pas humain. C'est pour ça que Umberto Eco considère que l'humanisme a une idéologie mystificatrice, parce que derrière l'humanisme, il y a en fait l'éloge d'une forme d'inhumanité, où ça conduit à une forme d'inhumanité. C'est quand on va au bout de l'effort, quand on va au bout de l'accomplissement sportif, de la compétition, de la confrontation, on est obligé à un moment de se transformer. Lui, il parle carrément, Umberto Eco, de monstre. C'est-à-dire qu'on est obligé d'hypertrophier certaines capacités physiques, éventuellement d'hypertrophier certains organes qui vont servir à la compétition. On est obligé aussi sans doute de prendre des produits. À certains moments, quand on veut dépasser certaines performances et qu'on est limité par son propre physique ou ses propres capacités. Donc, il se produit quelque chose qui est l'allevamento di esseri umani votati alla gara, c'est-à-dire, pour reprendre les mots d'Umberto Eco, l'élevage d'êtres humains destinés à la compétition, au combat. Donc, déjà, double problème, oui le sport c'est bien, oui l'exercice physique c'est bien, oui le jeu c'est bien, c'est normal, c'est naturel, ça permet l'amélioration, la relaxation personnelle, mais en même temps ça neutralise, ça anesthésie le pouvoir de contestation, la puissance politique d'action de toute une population, et deux, ça finit par produire le contraire de l'humanité qui est prétendue, c'est-à-dire une forme d'humanoïde, de mutilation. Alors il va jusqu'à citer l'homme qui rit de Victor Hugo, vous savez, celui qui a le visage, mutilé, ou même l'exemple de la geisha dont les pieds sont comprimés. C'est-à-dire qu'à un moment, on hypertrophie certaines capacités, on est obligé de modifier l'humain parce que l'humain tel qu'il est de lui-même, il ne va pas au bout des performances et du rendement compétitif qu'on voudrait lui faire produire. Surtout, Umberto Eco, c'est là que le texte est, alors déjà le texte est quand même assez intéressant de ce point de vue-là, mais il va beaucoup plus loin. Alors Umberto Eco donc, fait cette remarque sur le sport, mais évidemment il y a le sport au carré, il y a le spectacle sportif. Alors Umberto Eco, on sent qu'il n'est pas fan, moi j'adore, mais bon, il n'est pas fan. Il dit mais finalement les gens qui sont en tribune, qui regardent ou qui sont dans leur télé, ils font pas du sport, donc le sport est un prétexte pour eux à regarder quelque chose de façon passive et sédentaire. Deux, leur violence personnelle, leur agressivité, etc., elle n'est pas du tout jugulée par l'effort, ils ne gagnent pas une maîtrise particulière d'eux-mêmes, de leurs émotions à travers le sport ou l'exercice ou la discipline. Et trois, ça produit plutôt des phénomènes de violence à travers le supporterisme, un certain type de supporterisme, un certain type d'attachement fanatique à une équipe, à un joueur, etc., à une ville, etc. Donc, Umberto Eco nous dit ce sport au carré, bon, là, il n'y a pas de gain véritable de son point de vue. Mais il y a surtout le sport au cube, qui est ou le sport à la puissance n, qui est le commentaire sur le sport. Et même le commentaire sur le commentaire du commentaire fait sur la performance sportive. Moi qui aime bien les émissions de football, à la fin d'un match, on interroge l'entraîneur, on interroge, je sais pas, le numéro 10, on interroge un attaquant, on interroge une partie du staff, et on interroge l'entraîneur sur ce qu'a dit le joueur, qui lui-même commentait ce qu'avait dit un autre joueur. Et donc après dans les émissions, on commente ce que l'entraîneur a dit, du commentaire qui a été fait par le joueur sur ce qu'a dit l'autre joueur à propos de la performance, ou de ce qui s'est dit sur le terrain. Et donc Umberto Eco, et après c'est pas le tout, puisque les commentateurs ne sont pas d'accord entre eux. Donc il peut y avoir une autre émission qui revient sur le commentaire qui a été fait, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord sur l'analyse qui a été faite du commentaire précédent. Donc c'est le sport à la puissance n. Et le sport à la puissance n, c'est un autre gaspillage, c'est le gaspillage des mots du discours. Donc il y a le gaspillage calculé de l'énergie, et il y a le gaspillage du discours. Éloge du gaspillage dans une société qui prétend justement, consommer avec modération l'énergie. Alors c'est très intéressant parce que Umberto Eco nous dit, il connaissait bien, il y avait déjà des émissions dans les années 60 en Italie de sport, moi j'en ai connu certaines quand j'ai vécu un petit peu en Italie, c'est toujours savoureux. Il y a des tics de langage, il y a des façons de faire, il y a des expressions convenues, tout est formaté en fait, il y a un mimétisme, on parle d'une certaine façon, les séquences dans les émissions sont déjà préformatées, l'ordre ou l'organisation de l'émission elle-même est codifiée, enfin voilà. Il y a tout un ensemble de normes qui sont presque un jeu interne qui est la parodie du jeu politique, c'est-à-dire que ce substitut, alors c'est à la fois une parodie et en même temps un substitut, c'est ça qui est plus grave pour Umberto Eco, c'est à la fois une parodie du discours politique et un substitut de la politique, c'est-à-dire que
Si on avait un discours politique, on pourrait dire voilà ce qu'a fait l'État, voilà ce qu'il pourrait faire, on serait dans le commentaire politique de ce qu'a dit tel député, tel ministre, tel observateur de la vie politique, on critiquerait sur ce qui a été dit, on prendrait, parti, appuyer sur un argumentaire sur ce qu'il conviendrait de faire dans un intérêt qui est un intérêt public, un intérêt collectif, dans une stratégie politique, etc. Et tout ça est déplacé et transféré, transfusé pourrait-on dire, dans le commentaire sportif. Qu'a fait l'entraîneur, qu'a fait le club, quelle est sa politique de recrutement, combien ils ont payé pour tel ou tel joueur, est-ce que, les performances sont au rendez-vous, quels sont les stats, quels sont les chiffres, où est-ce qu'on en est dans le championnat, qu'est-ce qui est à craindre, est-ce que la dynamique est positive, négative. On a développé tout un ensemble de commentaires que moi je suis avec dilection, mais c'est à la fois une parodie du discours politique, de l'énergie qui pourrait être mise dans le discours politique pour contester, pour analyser, pour prendre position et pour revendiquer et faire, et qui est dérivé vers le commentaire sportif, le commentaire du commentaire, le discours sur le discours, le méta discours. Et ça produit quoi? Ça produit d'une certaine façon une vacuité du discours. C'est-à-dire que ce brouhaha de fond qui n'en finit jamais et qui rebondit toujours sur une vétille, une broutille de quelqu'un qui a dit une chose qui était contraire à ce que pouvait laisser présager telle ou telle décision de dirigeant, de dirigeante, etc. Tout ça, ça produit un effet de confusion, un effet de brouillage et même le sentiment d'une vanité, d'une vacuité du discours. Donc, les deux choses fondamentales de la politique, l'énergie de changement, d'action, et le discours pour produire l'analyse critique et guider l'action, le changement, un discours qui est lié au sens des choses, au sens des actions. Ces deux choses sont minées à la racine par le gaspillage d'énergie qui produit, au mieux, quand on va au bout de la compétition, à une hypertrophie de certaines capacités. Dans le pire des cas, dans le spectacle sportif, au fait qu'on est sédentaire devant du sport, on croit participer au sport sans le faire. Et de l'autre côté, nous dit Umberto Eco, finalement, il y a un autre gaspillage de temps, de discours, d'analyse, d'intelligence, qui n'est pas investi ailleurs et qui finit par faire qu'on considère que le discours est menacé de vacuité et on perd même le sens des mots, le sens de l'échange, du débat d'idées, de la vocation de l'argumentaire et de la délibération, de son sens. Vous voyez qu'Umberto Eco va très très loin. Éloge du gaspillage, gaspillage inconscient, neutralisation de l'action politique, évacuation même de la dimension politique de l'être humain, parodie et substitution du monde politique par le verbiage indéfini, chaotique, rebondissant toujours sur un nouvel événement du commentaire sportif. Il y a une remarque qui est très drôle d'Umberto Eco, il dit mais finalement, à propos des Jeux Olympiques qui allaient avoir lieu à son époque, pourquoi est-ce qu'il y a encore des athlètes qui font du sport? À la limite, on pourrait les remplacer par des acteurs, on les filmerait, ça ferait une épreuve, il y aurait des commentateurs qui seraient sur place, qui tendraient le micro, puis des émissions qui feraient le commentaire de ce qui s'est passé sur le terrain, etc. En fait, nous dit Umberto Eco, la seule raison pour laquelle subsistent encore des athlètes ou des sportifs qui font les gestes sportifs, qui participent aux compétitions, c'est que ça coûterait trop cher de payer des comédiens pour qu'ils fassent toute la formation sportive, pour réaliser véritablement des gestes sportifs sur le terrain. Il faudrait tout reprendre depuis le début. Mais si on pouvait leur substituer des comédiens, finalement, on remplacerait l'acte sportif, le geste sportif du sportif à un moment donné qui n'est qu'un prétexte, qui permet tout le reste. En fait, on le remplacerait par un comédien, ce serait très bien. On pourrait aussi filmer, faire une compétition, un spectacle télévisuel, des commentaires sportifs, des émissions. Tout le monde serait content finalement. Alors que dire au bout de toutes ces critiques? C'est toujours intéressant d'entendre les critiques. Moi je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le sport, j'aime le spectacle sportif, mais à culpa, je plaide coupable, j'aime les émissions de commentaires sportifs. Je ne suis pas un grand partisan des Jeux Olympiques modernes, je trouve que ça a perdu de son lustre, de son éclat, c'est souvent grevé de stratégies politiques ou géopolitiques. Je vais sans doute regarder quand même quelques épreuves des prochaines Olympiades, mais je ne suis pas un fervent défenseur, en tout cas spectateur des Olympiades. Ce qu'on peut dire, c'est que le sport voit s'agréger à lui des choses qui ne sont pas évidemment strictement le sport. Le sport à titre d'exercice, à titre de rapport avec soi-même et aux autres, je pense que ça peut être quelque chose de très stimulant, qui apporte beaucoup, qui donne un équilibre personnel. En tout cas, moi, je le vis comme ça, et je pense que l'écrasante majorité des personnes le vivent comme ça, mais évidemment, ça peut être un ensemble de normes aussi, auxquelles se conformer, et vis-à-vis desquelles on se trouve toujours en défaut, parce qu'il y a toujours
plus performants, plus performantes que nous. Mais ce qu'il convient d'avoir à l'esprit, c'est que le sport témoigne toujours d'une idéologie qui est l'idéologie de notre époque. Vous savez, on a souvent la morale de son temps, et cette morale de son temps, elle est induite par le système des relations sociales, des relations économiques, du système productif. Et donc, on a la vision du monde qui est induite par notre façon de fonctionner. Donc la vision qu'on a du sport et la façon dont on a de vivre le sport, d'en parler, de le commenter, elle est largement médiée par cet ensemble de représentations collectives qui sont induites par la vie sociale et économique contemporaine. Ça me fait penser à une célèbre phrase de Marx, l'image, la représentation qu'on a de l'être humain aux différentes époques dit moins de l'être humain sur ce qu'il est que sur l'époque qui a cette représentation. Parce que ça témoigne toujours d'une projection, d'une certaine façon, consciente ou inconsciente, des relations sociales et de la façon dont elles s'imaginent être l'être humain de façon universelle, en généralisant souvent des traits qui sont propres à une culture ou à une civilisation. Quoi qu'il en soit, écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, shame on you. N'hésitez pas à le faire, appuyez sur le bouton s'abonner, ça a été un plaisir d'enregistrer ce billet philo pour vous. J'espère qu'il vous aura un peu éclairé, donné quelques envies de lire ici ou là, pas simplement des critiques, mais quelques commentaires un petit peu atypiques sur le sport. Je trouve qu'on entend trop peu souvent des commentaires un petit peu différents sur le sport ou sur le supporterisme. Il y a des sociologues qui s'y intéressent et qui peuvent être intéressants à lire. Et puis j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce texte d'Umberto Eco, La chiacchiera sportiva, le bavardage sportif. On arrive à le trouver sur internet, c'est pas toujours facile, mais ça vaut vraiment le détour. Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et je ne peux vous souhaiter que de bons Jeux olympiques qui ont lieu en plus en France. Merci de votre écoute. À bientôt.